Bonjour et bonsoir dans ce lundi soir. Aujourd'hui, on invite alors un bout de collectif bien particulier et qui, donc, pendant assez longtemps, enfin depuis 5 ans en fait, tenait un lieu à Montreuil, un lieu et une activité qui était donc la cantine syrienne de Montreuil, qui était donc un lieu monté d'abord par des exilés et leurs amis à Paris, et qui tentait un petit peu, enfin ça vous allez mieux l'expliquer que moi, mais qui partait de cette idée que c'est pas parce qu'on était exilé et révolutionnaire et donc de facto défait là où on avait mené la lutte que ça signifiait une fois en exil être acculé à l'impuissance et même au désespoir. Et donc la raison pour laquelle on vous invite, c'est que donc la cantine syrienne on va dire a fait son temps, et là vous avez un nouveau projet. Alors très régulièrement on nous sollicite lundi matin en disant il y a tel projet, il y a telle personne en prison, il y a tel truc là, et nous ça nous met toujours dans une position un petit peu délicate, c'est qu'il y a beaucoup de projets très intéressants, beaucoup de gens en prison qu'il faut soutenir, etc. Et nous on est obligé quand même minimalement d'éditorialiser ça pour pas faire une espèce de page jaune des ennuis et des projections plus heureuses. Et donc vu qu'on avait discuté de ce projet ensemble, on se dit en fait autant essayer d'en faire un lundi soir pour pas en faire juste une pub, mais pour essayer de comprendre politiquement ce qu'il y a derrière ce projet et en fait un peu la pensée en fait qui se joue là-dedans. Alors est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidos et nous dire grosso modo les grandes lignes de ce nouveau projet, donc qui va s'appeler Darna, et qui est donc le sous-titre, c'est une maison des peuples et de l'exil. Bonjour et merci pour l'accueil, l'invitation et du coup le soutien dans cette nouvelle aventure de Darna. Donc moi j'étais membre de la cantine syrienne, et du coup aussi prend partie là dans son évolution vers Darna, maison des peuples et de l'exil. Voilà. Et du coup, je suis ex-exilée syrienne, toujours encore de détermination. Donc moi c'est Théo, moi je fais aussi partie de la cantine syrienne depuis le début en tant que membre français et montreuillois. Et voilà, et du coup moi j'ai participé à différentes luttes de territoire et plutôt locales à Montreuil et en région parisienne. Et on s'est rencontrés avec différents camarades syriens et syriennes en 2018, et on a commencé un peu à penser tout ça. Et voilà, et du coup je participe aussi à la suite et à l'évolution du projet vers Darna, dont je pense qu'on va reparler après, quoi. Oui, bonjour, moi c'est Nourdine, un exilé soudanais. Merci Darna pour l'invitation. Du coup, moi j'ai rencontré les amis de la cantine syrienne sur le chemin aussi en tout cas la continuité de notre lutte, et du coup on a dépensé beaucoup d'énergie pour créer des espaces, pour retrouver des espaces, et là aujourd'hui je trouve qu'il y a enfin on a trouvé quand même une plateforme, un espace de partir de nouveau de là. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le projet de Darna, quoi? Enfin, pourquoi un lieu? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre un lieu dans un endroit aussi hostile que Paris? Enfin, pourquoi est-ce que vous, à un moment donné, vous êtes dit, tiens, il faut se lancer là-dedans? Ouais, donc de fait, ça faisait 5 ans qu'on était déjà en activité, donc du coup cantine, événements, discussions politiques, espace d'auto-organisation pour les personnes exilées du coup à Montreuil, mais du coup on bougeait d'un lieu à l'autre, et on était très contents en fait d'être accueillis par ces différents lieux, mais à un moment donné on a senti qu'il y a besoin de développer, disons, notre autonomie. Et quand je parle d'autonomie, c'est vraiment sur tous les plans, à la fois d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue logistique, matériel. Et du coup, on voulait vraiment acquérir un lieu, du coup stable. Là, on a un lieu qui va, un bail par exemple de 10 ans, donc du coup, qui permettent aussi de pas à chaque fois penser où est-ce qu'on va faire cet événement, dans quel endroit on peut stocker ce truc-là. Et donc du coup, cette espèce de stabilité matérielle permet aussi que, en fait, on peut dégager du temps pour penser autre chose, c'est-à-dire la mobilisation politique, l'organisation, etc. Donc du coup, ça c'était vraiment le
le premier truc de dire on a besoin d'un lieu stable, durable, pour pouvoir penser en fait notre activité politique sur le long terme. Et on voit en fait aujourd'hui, que ce soit à Montreuil, que ce soit dans la région parisienne, à Paris de manière générale, en fait tout ce qui est squat, c'est très 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 difficile en fait. Là récemment en Montreuil, en fait, je sais pas, il y a très peu en fait de squats qui durent plus que 2, 3 mois, 6 mois maximum. Et donc du coup c'est vrai que, enfin il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, étant dans une position d'exilé, parfois c'est vraiment difficile de se dire on va toujours vivre sous la pression de se faire virer en fait d'un lieu d'organisation politique, en plus des problèmes de papier. Enfin voilà, donc du coup il y a un truc de fragilité, il y a une situation de fragilité autour de la pratique des squats, et donc du coup et en plus c'est vraiment plus très possible en région parisienne, et donc voilà, il y avait cette nécessité vraiment d'obtenir un lieu stable, durable, pour pouvoir penser l'activité politique. Et peut-être dernière chose sur pourquoi rester en ville, et parce que c'est vrai, c'est difficile d'avoir des lieux, de tenir des lieux dans des villes, mais je crois pour nous c'est pas un choix, je sais pas comment dire, c'est pas un truc de préférence ou de goût, mais il y a vraiment le constat ou le fait que en fait c'est là où il y a beaucoup de personnes exilées et migrantes, et donc du coup je crois il y a voilà, ça fait sens, on est là, on a besoin des lieux pour se réunir, mais après ça veut, je sais pas comment dire, c'est pas pour dire en fait il faut rien faire ailleurs, et en fait je sais pas, les villes c'est la solution, mais en tout cas pour nous c'est vrai que en fait rien que pour faire les courses, pour pouvoir genre manger quelque chose qu'on connaît, oui, dans la campagne, dans le fin fond de la campagne française, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Et mine de rien, en fait, rien que ça, c'est important, parce que ça ramène quelque chose de chez soi, de chaleur, de aisance, je sais pas comment dire ça, de confort, quoi, dans notre vie ici, quoi. Peut-être, mais il faut travailler. Ouais, mais juste là, ce que tu dis pas, parce que là, tu as présenté le lieu comme un lieu d'organisation politique, mais c'est aussi censé être un bar et un restaurant, parce que tu parlais de bouffe aussi. Je sais pas. Ouais, je peux raconter ça très, très rapidement, ce que ça va être exactement, quoi, ce lieu. Effectivement, en fait, à la base de la base, ça va être surtout un lieu qui va être à la fois cantine, à la fois bar, à la fois café. Donc avec le truc de se dire que, encore une fois, à Montreuil à Montreuil en particulier, il y a beaucoup d'espaces politiques et tout, mais il nous manque un endroit comme ça où on peut se retrouver tous les jours et qui peut accueillir des gens tous les jours, que ce soit de la ville ou d'ailleurs. Donc ça va être ça quand même l'activité principale du lieu, donc qui va être ouvert presque tous les jours. Et ensuite ça va être à la fois, ça c'est un des axes, le deuxième axe ça va être plutôt ce que nous on appelle pour l'instant université populaire transnationale. Donc là avec toute une idée de continuer ce qu'on a déjà commencé mais de façon un peu plus approfondie, de créer tout un tas de formes d'apprentissage et de transmission de savoir, autour de questions transnationales, internationalistes, etc. Donc ça peut être les cours de langue qu'on va continuer, qu'il y avait déjà un petit peu, des cours de langue en français, mais aussi dans tout un tas de langues. Ça va être plutôt des trucs en mode ciné-club, là plutôt internationaliste, donc avec des films sur des révoltes ou sur des luttes dans plein d'endroits dans le monde. Ça va être carrément plutôt aussi là des... On ne sait pas exactement encore de la forme que ça va prendre totalement, ça va dépendre aussi des envies de tout le monde. Mais d'avoir carrément des espaces... on a vu vachement dans les dernières années à quel point l'international, on va dire, revient au cœur des débats, des discussions, des conflits même dans les différents espaces militants. Et du coup, on a beaucoup entendu des gens qui étaient largués dans ces... Enfin, nous-mêmes, moi-même par exemple, qui étaient largués parfois sur telle ou telle question. Et du coup, nous, on a vachement envie de créer des espaces où on peut discuter de ça, sans tout de suite avoir un avis très tranché, quoi, mais un espace où déjà on pose un peu la situation. Et avec toujours un peu ce truc que nous, on a toujours pensé et que les gens qui fassent aussi cet espace de transmission, pour raconter et tout, soient des personnes qui soient concernées un minimum, quoi. Enfin, des fois, pas toujours totalement, mais en tout cas, qu'il y ait le plus possible des gens qui viennent de ces pays ou de ces luttes, qui viennent pour en parler, quoi. Que ce soit pas juste des paroles d'experts, un peu, ou de professeurs, ou je sais pas quoi, un peu...
désincarner, quoi. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et pour terminer, le troisième axe, mais c'est ce dont Rindal a parlé, donc je vais pas en faire beaucoup plus, c'est vraiment cette idée de base matérielle pour les personnes en exil ou pour des gens qui sont dans les luttes autour de exil, migration internationale, en se disant que c'est ce qui manque encore. Il y en a, hein, le CICP, il y a d'autres espaces comme ça, mais à Montreuil, en tout cas, il manque un espace où on est plus sur ces questions-là, quoi. C'est moins une question qu'un commentaire, mais moi, ce qui me paraît intéressant dans le projet, dans la manière dont il est pensé et certainement dont il est amené, c'est que il y a... Dans le champ politique français, il y a cette espèce de drôle d'idée posée par l'extrême droite de prime abord, que en fait, ce qui s'opposerait à la globalisation, à l'international, etc., ça serait l'État-nation, le patriotisme, etc. Et récemment, on a vu que ce truc-là était même inversé et repris tel quel par des petites franges de l'extrême gauche. Et donc cette idée qu'en fait, l'internationalisme, ça serait une espèce de décision qu'on prendrait comme ça, genre on va être internationaliste parce que c'est sympa, en fait, faut s'occuper un petit peu des autres, et par ailleurs il y a toute une tradition tiers-mondiste en France, voilà. Et donc voilà, comme si en fait la question de l'internationalisme c'était relevé d'une espèce de volontarisme. Et sauf que ce que je trouve intéressant et précieux en fait dans la figure même de l'exilé, c'est que l'exilé en tant qu'exilé, la question de l'internationalisme, elle se pose pas comme une espèce de surajout, comme un truc comme ça. Elle se pose en fait de facto. C'est que et par ailleurs, elle devrait certainement se la poser à nous de la même manière. C'est que si on regarde un petit peu les séquences de révolte de ces 10-20 dernières années, on voit bien que si on prend l'Occident comme pivot pour comprendre l'évolution du monde, on n'y comprend rigoureusement rien, et qu'en fait, il y a certainement pas une globalisation de la révolte, mais en tout cas, il y a une internationalisation de la question des conflits avec le pouvoir, etc., etc. Et donc, c'est peut-être de ça dont j'aimerais bien parler avec vous, mais peut-être presque à un titre un peu plus personnel, c'est que la position d'exilé, elle est vraiment bien particulière. C'est un arrachement, c'est de fait une défaite, sinon vous seriez pas là. Et voilà. Et c'est comment est-ce qu'en fait comment est-ce qu'on rebondit dans cette situation d'exil, et comment en fait cette situation d'exil, elle devient plus juste subie, mais en fait un autre rapport au monde qui vous permet de percer ici en France en fait, de percer dans la nouvelle réalité qui vous est imposée. Ouais, c'est vague, hein, comme ouais, voilà, moi je reviens un peu sur ce qu'a dit Rindal tout à l'heure, que à la campagne on peut aussi accès des trucs, parce que moi j'habitais aussi à la campagne sur le plateau de Millevaches pendant plusieurs années, et je voyais aussi l'importance de l'espace, ou l'accès aussi à des espaces, parce que genre pour nous, communauté soudanaise et des jeunes qui sont arrivés en France en 2015, environ 2014, genre le fait que je suis à la campagne, le fait que je suis accès aussi à un espace qui était déjà là, ça nous a permis de créer un des premières rencontres sur le Soudan. Et du coup, c'est pas c'est pas Paris ou à la campagne, c'est pas ça. En tout cas, l'importance en tout cas de la continuité de notre lutte, et aussi l'accès à je reviens sur ce truc, l'accès à des plateformes ou des espaces sans se relâcher, ou sans d'accepter en tout cas des conditions qui nous permettent en tout cas d'eux aussi d'accepter des conditions politiques qui sont pas le même, et aussi du coup là je reviens sur la question d'internationalisme, dans le sens un des rencontres qu'on les a organisées à la campagne à Tranac, qui était aussi pour nous de vivre en révolution en 2013 et avoir aussi toute la territoire autour de nous au Soudan, le printemps arabe et tout le mouvement qu'ils ont passé dans l'Afrique de l'Est, on avait besoin d'internationalisme, dans le sens que des pays avant qui sont révoltés, ils étaient face à des régimes qui ont utilisé les mêmes méthodes, mais quand on était au Soudan, on avait juste accès à certaines informations qui viennent de l'Égypte ou de la Tunisie, mais c'est tout. Du coup, juste, il y a les manifs ils se déroulent dans cette manière-là, la pensée, en tout cas d'arabisation, ou même le panafricanisme, on n'avait pas l'accès du coup, en France, on arrive
a déjà, du coup, là, la question, comme tu dis, la question nation, il existe, il se pose même pas. Du coup, là, c'était là, du coup, ok, l'importance de, ok, bah, en Égypte, ils ont réussi à avoir des personnes qui peuvent, genre, qui ont mis d'internet parce que le régime a coupé ça. Du coup, c'était plutôt la nécessité ou genre l'importance de réflexion de, ok, est-ce qu'on est prêt à faire une révolution ou pas? Du coup, juste de pas répéter qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, mais comment on peut, autant d'exilés soudanais, genre avoir en tout cas cette chance-là de rencontrer des camarades syriens, iraniens, français, tout ça, et avec leurs expériences révolutionnaires, de dire ok, bah on commence pas juste de ok, bah aujourd'hui, bah, on va écrire un banderole juste pour dire ok, la chute du régime, mais donc il y a des expériences, du coup on va commencer quand même avec une éducation ou une analyse qui nous permettent de pas juste faire l'analyse de notre pays envers la France, mais faire aussi l'analyse de la France aussi vers le pays. Et quand je dis la France, je parle aussi de toute une génération qui ont émigré après des mouvements révolutionnaires dans les dernières 10 années. Et peut-être même avant, enfin, parce que j'ai l'impression la question de l'exil ou la question de l'internationalisme, parfois on le pense vraiment comme l'internationalisme, ça veut dire que chez soi ça a plus d'importance, etc. Et moi je trouve au contraire, en fait, l'internationalisme ça permet de décaler chez soi et ça permet de mieux comprendre son rapport à chez soi et son rapport à la terre, en fait, là d'où on vient, son pays d'origine. Mais tout en comment dire, par obligation, en fait, on peut plus penser pareil. Par exemple, c'est sûr que moi, je peux plus penser la Syrie, comme j'imagine un peu le cas pour toi. Pareil, là que je suis en exil. Et en fait, cet déracinement, cette perte, quelque part, est productif. C'est ça, enfin, disons, il y a quelques avantages à l'exil. Et ces avantages-là, c'est justement cette... ouais, c'est un peu ouverture en fait à d'autres réalités, à d'autres expériences, à d'autres rencontres avec d'autres personnes, parce que par exemple c'est clair en Syrie on pouvait pas se rencontrer quoi, on pouvait pas se rencontrer, en fait on pouvait pas se rencontrer avec plein de gens, et je trouve que c'est ça un peu l'avantage encore une fois d'autres avantages de l'exil, des pays impériaux, coloniales comme la France, où en fait justement ils ont tellement défoncé partout dans le monde, donc du coup il y a beaucoup de gens qui finalement viennent ici, en migration, en exil, et du coup, en fait, ces rencontres-là sont possibles, sont possibles ici, et nous permettent, en fait, beaucoup de choses par rapport à la fois à la question de la nation, en fait, comment on voit, moi je sais que j'étais nationaliste par exemple avant. Non mais c'est vrai, c'était ça ce qui était possible pour moi. Dans ce qui était disponible, c'était ça. Il y avait pas, voilà. En Syrie c'était ce qui était disponible. Mais du coup avec l'exil, là, par exemple j'ai commencé aussi en France à comprendre mieux, parce que j'ai rencontré des camarades kurdes, des camarades turcs, des camarades d'autres nationalités, de comprendre comment même la révolution syrienne a été très nationaliste dans certains endroits. Mais je trouve ça, c'est possible à cause de cette distance, à cause de cette perte, quoi, quelque part. Et du coup, ça fait que, c'est vrai que, par exemple, nous, on peut pas regarder, j'ai l'impression, de la France de la même manière, quoi. Enfin, aussi, il y a quelque chose où, moi, j'ai pas forcément un truc de refus de la France, mais en tout cas, pour moi, la France, c'est vraiment juste le nom d'un territoire très, très, très large, mais dans laquelle, je sais pas, justement, en fait, il y a des expériences révolutionnaires soudanaises, maliennes, égyptiennes, syriennes, kurdes, et genre les Gilets jaunes. Mais pour moi, les Gilets jaunes, ça fait partie de, les camarades, à côté, disons, des camarades soudanais. Donc, du coup, je trouve ça, l'exil fait que, en fait, comme tu perds ta nation, tu perds ta terre, t'as plus d'autre choix, en fait, de réassembler quelque chose qui est qui est divers, qui est multiple, parce que en fait de fait tu peux pas faire autrement, quoi. Moi je vais pas devenir je peux pas devenir franchouillarde, c'est même pas si je le voulais, quoi, c'est pas possible. Et là aussi j'ai juste un exemple que
quand on parle de l'accueil de l'État, du coup, qu'a fait aussi, parce que là, genre, en tout cas les dernières 15 années, les migrations genre, qui sont venues en Europe, c'est des jeunes révolutionnaires qui ont vécu des expériences révolutionnaires. Du coup, l'accueil de l'État est fait, en tout cas, oui, il est fait pour pas ces gens-là qui se rencontrent. Oui. Et genre, ces gens-là, ou genre, qui ont été révolutionnaires, et on voyait ça sur la loi Darmanin aussi, genre il y a 2-3 ans, tant exilé, c'est arrêté dans un cadre politique qui se fait soit envoyer chez lui, soit prendre 10 ans, soit... et aussi aujourd'hui sur la continuité de ces lois de Roteo qui aujourd'hui, on va être axé aussi, il y a quand même un système qui fait pour pas ces gens-là qui se rencontrent. Et là, la création de Darna, et aussi, du coup, nous, la question de nations, qui, genre, du coup, on est tous et toutes face à. Genre, on a tous le même risque aujourd'hui. Du coup, pas que Soudanais ou Syriens, ou je sais pas, mais du coup, en tout cas, ces générations d'exilés, la question de nation, parce on est face. Avant, quand on sortait chez nous, on était face à des régimes. Ça peut être genre, ils se ressemblent, tu vois, l'islam politique ou la dictature ou l'impérialisme, tout ça. Mais aujourd'hui aussi, on a quand même le double, en tout cas, on a face au capitalisme, mais avec un double risque aussi. Que genre, on est quand même accueillir parce qu'on est tant réfugié politique, mais on risque aussi d'être renvoyé parce qu'on est réfugié, parce qu'on est politique. C'est une question un peu antérieure dans votre expérience que je me posais, c'est que, bon, en général, quand on se dit exilé, on dit pays d'accueil. Alors en France, il y a tout un tintouin sur la France, terre d'accueil, même qui justifie le fait de balancer les gens dans la Méditerranée. C'est précisément que, bon, il y a les bons exilés politiques, que la France gentille, et vous, en fait, quand vous êtes arrivé en France, alors, je sais pas si ça se résume rapidement dans une interview, mais quand vous êtes arrivé en France, c'est quoi je sais pas quel effet ça vous a fait. Qu'est-ce que vous avez compris. Ma question n'est pas du tout claire. Je vois ce que je vais vous poser, mais je le formule mal. Mais à quoi ça ressemblait la France en tant qu'exilé quand vous êtes arrivé ici? Est-ce que c'était accueillant? Est-ce que ça paraissait hostile? Est-ce que ça paraît, Non, parce que de fait, vous êtes accueillis, parce que là, toi, tu parles un peu de, on va dire, l'étape d'après, qui est maintenant raidissement, fascisation de l'appareil d'État, etc. Donc menace qui revient, là. Mais bon, jusque là, c'était un peu moins. Vous aviez le statut un peu favorable entre guillemets non, mais je parle du point de vue du récit. Non, vous aviez pas le même, par exemple. Non, c'était pas le même processus, justement. Moi, je disais juste, il y avait, pour moi, j'avais un manque de connaissances aussi, d'où je suis aussi. Du coup, le fait de rester en France, allez, pourquoi pas, du coup, en tout cas, je connais la France telle qu'elle sort dans le média international. Mais, et du coup, après, c'était j'ai vraiment la chance d'arriver dans une zone, sur le plateau de Mille Vaches, qui, il y a pas mal de collectifs très accueillants, et aussi un passé historique aussi avec les Maquis, avec les Espagnols, tout ça. Ça m'a permis de comprendre où je suis, le territoire. Et c'est quelque chose, c'est pas j'en veux, la génération d'avant, mais je voyais un manque aujourd'hui de transmission, d'analyse aussi, que je parlais tout à l'heure, d'analyser l'endroit où on est, ou juste simplement d'accès à des informations avec la langue, avec ma langue, parce que je parlais pas la langue et tout ça. Du coup, j'avais besoin juste d'une explication, t'es dans tel endroit, le processus est, ça... Parce que je considère qu'une fois j'ai cette information là, je peux choisir où je vais vivre, à la campagne et aussi ou en ville, pour pas dire parce que le système il est là, parce que je voyais quand je suis arrivé en France, je vu le système, peut-être c'est la première fois que je vois le système tel qu'il est, comme un empire. et du coup j'avais besoin de cette et
qu'en tout cas on est en train de crier aussi, justement ceux qui viennent d'aujourd'hui, nos camarades, qu'ils ont accès à cette information, qu'ils puissent être autonomes sur leur choix ou leur décision où ils voulaient installer, parce que Mais sur ce truc de France franchouillarde, enfin, je pense à ce que tu parles du plateau de Mille Vaches, mais c'est sûr que si on perçoit le territoire et l'histoire de manière un peu plus dynamique que celle qui nous est présentée avec des vaches et des camemberts, c'est sûr que sur l'histoire particulière du plateau de Mille Vaches, qui a quand même été en fait le premier maquis de France pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui était un maquis un peu caïra, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de communistes et beaucoup d'anarchistes. Et pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'anarchistes? Parce qu'il y avait plein d'exilés espagnols qui s'étaient retrouvés à être là, et bon, je pense que le traitement des exilés espagnols à cette époque-là ne devait pas être très différent du traitement des Soudanais aujourd'hui, etc. Enfin, c'était vraiment le sous-prolétariat qui avait été mis dans des camps à Argelès, etc., bon, qui était arrivé là, et sauf que bon, au moment où la résistance commence à s'organiser, il y a une partie des gens qui sont des communistes proches du PCF qui se mettent en rupture avec le PCF pour tout un tas de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, et qui s'allient, qui font le maquis avec les exilés espagnols, quoi. Et donc, d'un seul coup, si on regarde l'histoire par un autre bout que l'histoire officielle, on voit que le rôle des exilés en France, il est déjà, il fait absolument partie de notre histoire commune. Il a été même absolument décisif si on parle par exemple de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Après, moi, sur le truc de l'exil et sur justement un peu les distinctions, je trouve juste qu'il y est... en arrivant en France, et même là je le vois avec ce qui est en train de se passer avec la Syrie, par exemple, moi, mon expérience, c'était pas du tout, je sais pas comment, moi, c'était pas très difficile, en fait, d'avoir des papiers, mais moi, ça, j'ai compris que c'était pas difficile pour moi d'avoir des papiers, parce qu'au début, j'étais en mode, c'est normal, bien sûr, je suis virée, je peux pas rentrer dans mon pays, du coup, bien sûr, on va m'accueillir. Mais en fait, quand est-ce que j'ai commencé à comprendre que, par exemple, le statut des Syriens, ou à certaines époques, vraiment, les gens qui sortaient des révoltes arabes, qui sont pas venus, par exemple, en vague, je sais pas, comme par exemple parfois ça arrive dans les pays de Maghreb ou depuis la Libye, où là les personnes arrivent en vague, mais aussi pas forcément à cause des révoltes ou à cause des soulèvements, c'est vrai que nous on avait un peu un traitement meilleur, et moi j'ai compris ça quand j'ai commencé à militer pour des droits d'exilés, mais qui venaient pas, en fait, mais qui n'étaient pas des réfugiés politiques, qui étaient juste des personnes qui ont fui leur pays pour X ou Y raison. Et du coup, même là, en fait, même parmi les exilés, il y a des hiérarchies qui sont tout à fait faites par les États pour nous séparer, pour dire, eux, c'est des meilleurs exilés parce qu'ils ont fait, parce qu'il y a un révolte, un soulèvement dans leur pays. Eux, c'est juste pour taffer, ça c'est pas, non, on n'en veut pas. Eux, parce qu'en fait, ils viennent, parce qu'il y a un conflit chez eux, mais qu'on n'arrive même pas à comprendre. Et du coup, en fait, non, on va pas accepter. Et donc, du coup, j'avoue, même dans ce processus-là, il y a des stratifications, il y a des meilleures conditions, il y a des meilleures accessibilités ou pas. Mais du coup, c'est vrai que, là j'ai commencé à comprendre la France, quoi. Non, mais vraiment dans son truc à l'intérieur de ça, une espèce de bureaucratie et des lois et qui arrivent à dire qui sont les gens qu'on arrive à accueillir ou pas. Et par exemple, moi je me rappelle avec les camarades soudanais, en fait il y avait des révoltes depuis 2013. Et les gens, en fait, ils étaient en train d'arriver. Là, j'ai l'impression, il y a beaucoup de Soudanais qui arrivent de plus en plus. Mais avant, c'était aussi suite à la répression des révoltes. Mais dans l'imaginaire mondial collectif, c'était pas considéré comme des révoltes. Exactement. Pour une raison que j'ignore. Et du coup, là, les camarades soudanais, c'était vachement plus difficile, par exemple, pour eux d'avoir accès à des papiers, alors que pour nous, c'était reconnu que c'était un soulèvement. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça aussi, en fait, rien de avoir un espace pour comprendre ça et échanger sur ça. Je crois que c'est hyper important, au lieu de être chacun un peu en mode le ghetto syrien, le ghetto soudanais, le ghetto égyptien, le ghetto palestinien, le ghetto je sais pas quoi. Parce qu'en fait, je crois que s'il n'y a pas ça, je crois le chemin vers une espèce d'intégration, assimilation dans la nation française pour les Syriens, ou je sais pas, avant, peut-être c'était les Libanais ou je sais pas quoi, est vachement plus rapide et vachement plus facile. Mais en fait, c'est un ghetto assimilé, quoi. Et moi, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir ça. Et c'était les rencontres avec d'autres expériences d'exil ici qui m'a permis de voir en fait que
que voilà, en fait, ils voulaient qu'on a des papiers, mais après pour travailler, payer des impôts et juste devenir des bons travailleurs, travailleuses en France, quoi. Enfin, bref. Oui. D'ailleurs, du coup, moi, quand je suis arrivé aussi, en 2015, j'ai rencontré plein de camarades quand je parle de ce qui se passe au Soudan. Pour moi, c'est déjà, j'avais un récit genre, de jeunes étudiants et tout ça. C'était pas accepté, genre ça a pris 5 ans pour que reconnaître le Soudan est un mouvement politique étudiant. D'ailleurs, du coup, le fait que je suis axé par des camarades à avoir un contact avec Lundi Matin, du coup, on a écrit un tout petit article en 2016 sur qu'est-ce qui se passe au Soudan, la révolution de 2013. Et après, ensuite de ça, organisé une soirée sur le Soudan à Tarnac en octobre 2017, qu'on se trouvait avec 50 camarades soudanais au milieu de nulle part, avec 200 personnes, commençaient à chanter à 2h du matin dans la rue, dans un petit village. Et ça, c'était, ok, genre, du coup, c'est pas que, parce que du coup, nous, c'est le thé de reconnaître aussi notre révolution. Et du coup, voilà, le fait que, genre, moi, je suis axé par des camarades, et d'autres, plein de camarades soudanais qui sont un peu partout en France ou ailleurs en Europe, qui en tout cas, pour en tout cas faire continuer cette voix ou genre s'exprimer, c'est presque impossible. Mais c'est ça. Enfin moi, pour évidemment aller dans votre sens, mais ce que je vois moi, depuis lundi matin, c'est que il y a l'appareil, l'État, le gouvernement a une influence, et donc les médias, etc., enfin, sans faire un truc tout bébête, mais il y a des soulèvements, des révolutions qui ont bonne presse, quoi, et donc des exilés qui ont bonne presse. On voit bien comment la Syrie, parce que c'était branché aux révolutions arabes, etc., et parce que Bachar al-Assad, le vilain dictateur, les gens ils veulent la démocratie, etc., il y a un truc qui est assez lisible, donc certainement assez facilement réappropriable par les médias, et donc on voit bien si on commence à dire aux Syriens non, dégagez, retournez, ça va pas marcher. Et pour autant, il y a des essayé pourtant. Mais... Oui. Il y a des par contre, il y a d'autres endroits. Alors, je pense pas que ça soit l'appareil d'État qui ne veuille absolument pas parler du Soudan, mais en tout cas, je pense pour plein de raisons de proximité géographique, de langue, de couleur de peau. De couleur de peau, oui, absolument. Enfin, il y a plein d'endroits où c'est plus difficile d'avoir accès à l'information, c'est plus difficile de comprendre ce qui s'y passe, et parce que par ailleurs c'est un vrai travail en fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Et donc, je sais pas, tout bêtement en France, j'ai l'impression que comprendre un petit peu ce qui se passe en Amérique du Sud, alors que c'est beaucoup plus loin que le Soudan, c'est plus facile, mais aussi parce que tout le monde a fait espagnol LV2 en France, enfin beaucoup de gens, et donc comprendre l'espagnol, c'est plus. Enfin, je dis ça pour dire que je pense pas du tout que ça soit que la langue vivante, je pense que la couleur de peau est certainement tout à fait déterminante, mais pour dire que c'est pas que une espèce de volonté, mais c'est aussi lié à l'éclatement de l'information, à l'organisation de l'information, etc. Et par exemple, du point de vue de lundi matin, c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe au Soudan que de comprendre ce qui se passe, je dis au pif, en Argentine, par exemple, parce qu'on aura moins de contacts a priori, etc. Et donc, j'en reviens un petit peu à ma question d'après, c'est que si, comme on l'a dit avant, certainement que opposer État-nation patriotique à internationalisme est complètement débile, pour autant, il y a quand même une vraie opposition qu'on peut éprouver, pas une opposition, parce qu'il y a une tension qu'on peut éprouver, c'est la tension entre l'international, ce qui se passe justement un peu partout, ce qu'on en comprend, ce qu'on arrive à en comprendre, et puis la nécessité de s'organiser très localement. Et donc là, vous faites le pari de vous organiser à Montreuil, dans un lieu physique, avec de la nourriture, etc. Et donc, comment est-ce que vous, pratiquement, qu'est-ce que ça signifie d'articuler cet ancrage, cet enracinement montreuillois avec la question internationale, quoi. Ouais, je veux peut-être pour répondre à ça, on peut raconter un élément de comment ça a commencé, parce que je pense que c'est assez parlant, et là en pensant en discutant sur le chemin, ça nous faisait penser à ça. En fait, on s'est rencontrés par différents croisements là, entre Syriens et Français, et donc il y a eu des occupations d'universités pour la question pour des logements et des papiers à une époque, mais il y a eu aussi quand même le moment des Gilets jaunes, qui a été assez important pour plusieurs d'entre nous.
et qui a été important parce que, donc moi par exemple en tant que militant français à Montreuil et ailleurs, quoi, il y a eu vraiment ce moment, au moment des Gilets jaunes, où il y a eu toute une partie de la gauche, essentiellement, qui a eu vachement de défiance dans les premières semaines, parce que trop de drapeaux français, parce que des gens qu'on connaissait pas, etc., etc. Et un truc qui a été marquant à l'époque, c'était justement d'avoir des camarades syriens, syriennes, qui eux, dès le début du mouvement, avaient un truc de se dire mais en fait c'est à ça que ça ressemble un soulèvement, c'est à ça que ça ressemble une révolte, ouais c'est le bordel, ouais ça part dans tous les sens, mais il faut être dedans, il faut... Voilà. Et du coup, nous il y a eu un truc à cette époque de se dire, ok, en fait on doit pas avoir une réaction bateau de parce qu'il y a un drapeau français c'est tous des fachos ou c'est des choses comme ça, voilà, c'est un des symboles disponibles, c'est un des référents disponibles, parfois même un référent révolutionnaire pour plein de gens. Et du coup, par contre, on avait le truc de se dire, mais en même temps, ça nous suffit pas, quoi. Ça nous suffit pas d'avoir des drapeaux français partout. Enfin, on peut le comprendre comme voilà ce que je viens de dire, mais c'est pas non plus ce qu'on désire, et notamment entre là, camarades syriens, camarades français et camarades d'autres pays en plus à Montreuil et tout. Et du coup, il y a eu ce truc de se dire, enfin, ça nous a aidé à cette époque. À cette époque, on avait commencé à organiser des espèces de discussions parce qu'on se disait, mais tout le monde utilise le référent de la Révolution française, la Commune de Paris et tout, mais en fait il y a eu tonnes de révolutions dans la dernière décennie, pas si loin que ça, pas si voilà, dans les printemps, enfin dans les pays, dans les révolutions arabes, au Soudan, au Burkina Faso, au Kurdistan, etc. Et du coup il y a eu ce truc de se dire, en fait au lieu de juste dire enlevez vos drapeaux français ou c'est de la merde, c'est un mouvement de fachos, ou on est tous antiracistes, antifascistes, bah on s'est dit mais plutôt on va ramener une forme d'internationalisme pour diluer un peu ce côté français qui soit moins centré en parlant des révolutions, en parlant des luttes des camarades et en se disant, bah, en fait, notamment à Montreuil, en fait, il y a des tonnes de personnes qui autour de nous, là, à quelques centaines de mètres, qui ont vécu toutes ces luttes, qui ont participé à des révolutions. Et du coup, c'était plutôt comme ça que nous, à l'époque, on a eu ce truc de se dire, en fait, la meilleure façon de combattre le nationalisme, c'est de faire de l'internationalisme, quoi. Et de faire de l'internationalisme, pas juste de proclamer soutien au Rojava, au soutien à la révolution tunisienne ou je sais pas quoi. C'était vraiment de dire, en fait, on va faire venir des gens qui ont vécu des révolutions et qui vont raconter à quoi ça ressemble, raconter leurs pratiques, raconter leurs expériences. Et du coup, ça, en tout cas, nous, à Montreuil, depuis des années, c'est un peu... Enfin, pas que Montreuil, mais avec plein de gens qui gravitent autour à l'époque, la cantine syrienne, Darna, les peuples veulent aussi. Il y a eu ce truc de se dire, c'est comme ça qu'on affronte le nationalisme de façon plus efficace, quoi, avec d'autres référents révolutionnaires qui viennent de plein d'autres pays, quoi. Et je pense que ça a été, voilà, je pense pour nous c'est un truc qu'on a tenu jusque-là et qui va être encore plus important dans ce lieu, parce que en fait ça va être, enfin tout ce qu'on a dit avant, là ça va être un condensé de ça, quoi. Ça va être un espace de croisement et de rencontre, rien que par la composition des gens qui vont participer, parce qu'on l'a pas trop dit, mais en fait Darna ça va être plus vraiment juste la cantine syrienne, donc des Syriens et des militants montreuillois. Ça va être, voilà, on a proposé à tout un tas de gens, comme Nourdine, des camarades soudanais, des camarades libanais, des camarades palestiniens, des camarades de plein de pays d'origine différente, des militants aussi des quartiers populaires de montreuillois, etc., qui eux-mêmes viennent d'autres générations de migration et tout, pour avoir un peu cette espèce de condensé, on va avoir cette espèce de marmite internationaliste, de plein de luttes, de plein d'expériences, et de voir ce que ça donne justement aussi en rapport à toutes ces, comment dire, à toute cette tendance nationaliste qui pour le coup à côté est très forte, quoi. Et du coup de voir comment ça contrebalance ça, alors pour l'instant à notre petite échelle évidemment, mais bon par plein d'autres moyens essayer de l'étendre aussi, quoi. Oui, mais après, peut-être pour rebondir sur ça, et la question vraiment très locale, c'est que, bah, typiquement, dans un endroit comme Montreuil, où il y a, je sais pas, la deuxième plus large population de Maliennes, par exemple, dans le monde, enfin, voilà, déjà, il y a énormément d'occasions pour l'internationalisme, c'est-à-dire, t'as pas besoin de prendre l'avion, ou t'as pas besoin de, enfin, je sais pas, le monde, l'international, c'est dans ton quartier, quoi, enfin, c'est pas, on n'est pas obligé d'aller très loin. Et je crois, justement, un des défis ou un des questions qu'on a envie de travailler ou de faire exister, c'est la rencontre entre les nouvelles générations d'exilés, donc du coup, les dernières, les dizaines, dans les dernières dizaines d'années, et en fait, la génération issue de la migration dans les années 60, 70, etc. Et du coup, typiquement, comment on peut faire une espèce de rencontre entre
les quartiers populaires, et là vraiment tout ça à l'échelle, je veux dire, locale, en gros, je sais pas, des personnes dont les parents sont algériens, marocains, ou je sais pas, du Mali, etc., avec les personnes qui ont, et qui ont immigré pour, dans certains cas, des raisons différentes, par exemple, que là, le Soudan, la Syrie, etc. Comment on peut faire cette rencontre-là? Et cette rencontre-là, en fait, justement, on n'a pas besoin d'aller très loin, c'est littéralement nos voisins du quartier. C'est pas, je sais pas, aller chercher le collectif ou l'association ou le je sais pas quoi. Non, en fait, c'est autour du lieu, en fait, il y a tous ces composantes-là. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression que l'internationalisme doit commencer, à Montreuil on a la chance, il y a plein d'autres endroits où de fait les choses sont croisées, internationales. Il faut aller à la rencontre de ça, et après essayer justement de trouver des manières de tisser. Et donc et c'est pour ça que l'échelle locale, en fait, fait sens. Finalement, même quand on parle même si les questions en fait concernent finalement le monde. L'internationalisme du quotidien un peu. Oui. et juste par l'invitation qui est faite par le camarade de la cantine syrienne, pour le fait d'inviter plusieurs personnes différentes, en tout cas, ça donne la facilité d'être, en tout cas d'avoir un espace. Et juste quand j'ai dit ça, c'est aussi parce que moi dans ma tête, au Soudan, on commençait à s'organiser dans des places qui s'appellent les clubs communaux. C'est dans chaque quartier, chaque village, il y a un espace qui est accessible à tous les habitants, et juste c'était pas, on n'organisait pas directement en discussion sur les outils de régime d'Al-Béchir, tout ça, mais en tout cas on organise des événements, des tournois de foot. Du coup c'est derrière, du coup on arrive à s'organiser politiquement, mais derrière parce que voilà, il faut quand même éviter et du coup moi, le fait il y a un espace comme ça à Paris, pour moi c'est juste tant de nouveaux exilés qui arrivent en France ou à Paris, j'ai pas ce temps de coupure de j'étais en mouvement au Soudan en 2025, j'arrive en France, du coup il faut que je trouve, du coup je dépense beaucoup d'énergie, ou une fois maintenant tu es en France, vas-y, tu as tes papiers, intégration, travail, c'est bon. Mais du coup le fait qu'il y a un espace que je puisse même partager en lecture ou en expérience, du coup ça fait aussi il y a la continuité de cette lutte, et du coup il y a un truc qui manque. Je trouve hyper important que tu dis ça, et que tu fasses référence aux expériences communales. Enfin, tu utilises le terme communal, et donc il y a évidemment de commune, et parce que c'était le fait, tu t'anticipes sur ma question d'après, c'est que on voit bien que l'internationalisme originellement, la première internationale, Marx, Bakounine, etc., pourquoi est-ce que les ouvriers sont immédiatement internationalistes? C'est qu'ils voient bien que les ouvriers français n'ont pas du tout envie d'être mis en concurrence avec les ouvriers anglais, qu'en fait, s'ils s'organisent, donc ils sont obligés de s'organiser ensemble dans le rapport de force économique, etc., etc. Bon, ça, on voit bien, j'ai l'impression en tout cas que dans l'organisation générale du capitalisme, c'est plus ça qui fait, qui pose la question internationale. Mais donc se pose quand même, au-delà des questions d'exilés propres de révolution défaite, donc vous incarnez des points, donc on voit bien là l'intérêt de se traduire les situations révolutionnaires, et pour autant reste un peu la question de, une fois cette traduction faite, c'est quoi l'élément commun entre à la fois ce qui est différent et ce qui est commun dans ces expériences-là. Qu'est-ce qui fait que ça peut, par exemple, créer des liens avec les femmes maliennes qui sont vos voisins, et ça, j'ai l'impression que ça nécessite au moins une image de positivité, d'un lien en fait qui permet de tisser, le fil qui va te permettre de tisser, comme tu disais avant. Et
Et en fait, parce que sinon, il y a une autre possibilité, qui est toujours la possibilité, on va dire, de gauche représentative, qui est de dire, bon voilà, on va, je sais pas moi, pousser tel ou tel parti à reconnaître, je sais pas quoi, le droit des Soudanais, des malades. Et vous, c'est pas du tout sur ce plan-là que vous vous mettez. Si vous ouvrez un lieu, c'est pas pour être président de la République ou à l'Assemblée nationale, c'est pour autre chose. Et moi, je me demande, c'est une vraie question, c'est est-ce que la forme, c'est en fait l'idée et la forme qui est encore qui est à la fois un petit peu partout et en même temps pas complètement affirmée. Est-ce que c'est pas celle de la commune et ce que certains appellent le communalisme qu'on retrouve au Kurdistan, qui s'est posé absolument pendant la révolution syrienne. C'est comme au Soudan. C'est pour ça que je rebondissais sur ce que tu disais. C'est que dans le fond, est-ce que ce qui est pas la nouvelle forme en 2025, en gros, ces dernières années, qui s'oppose réellement et pratiquement à l'ordre des choses, c'est pas en fait cette idée de commune, de communalisme, qui a une longue histoire, mais est-ce que c'est pas ça le point commun en fait entre toutes les tentatives révolutionnaires de ces dernières années? Qui va attaquer ça? Non, c'est une question abstraite, je vois bien. Je veux bien commencer essayer, et puis vous me compléterez, mais je pense pour aller sur le début de ta question et ensuite sur la fin, je pense que le truc des intérêts dont tu parlais, il est hyper important. Le truc que, originellement, l'internationalisme, c'est aussi... ça semble aller contre des intérêts immédiats, mais en fait, c'est pour des intérêts plus longs. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur des trucs assez proches, en vérité aussi, même si c'est pas les mêmes termes, comme tu disais, parce qu'il y a à la fois à l'échelle déjà française, quoi, ce truc de dire les migrants, les exilés, c'est eux qui vous volent vos boulots, c'est non, et qui font croire à ce truc d'intérêt opposé, en fait, entre les classes blanches ou françaises depuis longtemps et les nouveaux arrivants, et que nous, il y a quand même cette ligne de dire, qui n'est pas la nôtre, qui est en théorie d'une bonne partie de la gauche, en théorie, qui est de dire non, c'est une arnaque toute cette histoire, et en fait nos intérêts sont pas opposés, parce que dès maintenant, mais même dans le long terme, à la fin on se fait tous niquer par les élites et compagnie, quoi. Et du coup il faut être ensemble, il faut s'allier, etc. Ce truc d'intérêt il se joue aussi à l'échelle internationale, où il y a le truc on l'a beaucoup vu dans les dernières années sur les questions géopolitiques, on essaye de vraiment de mettre en avant les intérêts opposés de certains peuples, les Syriens et les Palestiniens, par exemple, sur la question de la résistance et tout, donc on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a vraiment ce truc de intérêts opposés, où je sais pas, les Ukrainiens et les Palestiniens, ce seraient des intérêts opposés parce que c'est des blocs à fond. Et nous, il y a aussi ce truc de dire là, en fait, si les intérêts géopolitiques, là, maintenant, et des États semblent des intérêts opposés, encore une fois, le moyen terme, le long terme, on va avoir les intérêts communs, parce qu'à la fin, tous ces gens-là, en tout cas c'est notre ligne, font partie d'un système global qui nous nique tous, quoi. Donc ça c'était juste sur la question des intérêts rapidement, quoi. Et ensuite sur la deuxième partie de la question, sur la question, si tu veux y aller justement sur la question plutôt de la forme communale, vas-y, parce que... j'ai l'impression c'est une stratégie. La question, disons l'ancrage local et la construction des liens, des complicités, des alliances sur l'échelle locale qu'on peut appeler et du coup et ensuite après la gestion je sais pas matérielle, quoi, des biens communs, des flux économiques, je sais pas quoi, sur cette échelle là, ça c'est une stratégie. Et c'est vrai que ça existait ça a été présent dans plein de comités de résistance au Soudan, les conseils locaux en Syrie, etc. Et je crois par exemple nous ça serait ça l'héritage, c'est ce qu'on hérite en gros de ces soulèvements. Après moi j'ai pas envie de dire que c'est la forme, la solution, il faut faire que ça, parce qu'en fait on voit aussi que c'est pas suffisant. Mais tu peux te dire que c'est l'unité élémentaire, tu vois que c'est... Oui, mais et après typiquement je trouve pourquoi en fait, en tout cas pourquoi ça marche, on peut dire, parce que je veux pas dire que ça marche, c'est la solution à toutes les questions, ou c'est la réponse à toutes les questions, mais en tout cas c'est une réponse. Et pourquoi je trouve que c'est une réponse? Parce que en fait le lien qui peut exister malgré justement les différences, c'est la quotidienneté et la matérialité de la vie, quoi, sur chaque jour. Et tu nous diras, pour les comités de résistance, en fait c'est pas, les gens pensaient pas pareil, quoi. C'est quoi, en tout cas, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que tu dises qu'est-ce qui a permis justement à autant de gens de pouvoir en fait s'organiser dans. Déjà, juste pour dire, ok, en tout cas la question d'internationalisme, et du coup là, juste je prends l'exemple de la Syrie en ce moment.
En tant que réfugiés politiques, beaucoup de camarades syriens ne peuvent pas retourner chez eux. Mais moi, je peux retourner. Du coup, l'autre jour, je disais, ok, tout un tas, en tout cas, des questions communes, ils peuvent répondre par l'internationalisme. Et du coup, par exemple, ok, est-ce que, c'est quoi l'image du Soudan? Ou qu'est-ce qu'on connaît le Soudan en Syrie? Par beaucoup de questions, l'arabisme, et plein de questions. Pourquoi pas que moi je peux retourner, ou d'autres camarades soudanais aujourd'hui, qu'on puisse aller à des resorts ou à Raqqa ou en Syrie, Daraa, et voilà, pour parler aussi notamment de cette expérience de comité de résistance que nous, en tant que Soudanais aussi en exil, on voyait comment, en tout cas, c'était une expérience où on a vécu le début en 2010, 2011, 2013, et comment, en tout cas, ce truc local que c'était en tout cas crié, et qui aussi a été très profonde, parce qu'on parle de l'état profond. Du coup, les gens répondaient, ok, notre révolution elle est profonde aussi. Et du coup, le comité de résistance, du coup, depuis une trentaine d'années, ils ont continué avec toutes les formes. Tout à l'heure, quand je disais, oui, on organisait un tournoi de foot, mais du coup, c'est la révolution qui nous a construit à aussi dire, ok, notre révolution est profonde. Et aujourd'hui, dans temps de guerre, on voyait le comité de résistance, ils ont encore créé une charte en tout cas, on appelle ça la feuille de route pour la question de guerre aujourd'hui, mais qu'ils ont repris une autre forme aussi qu'on appelle, qu'ils ont créé des cantines, on s'appelle, des cantines urgence. C'est une autre forme de comité de résistance qui puisse aussi, casser cette hiérarchie, que tout le monde peut participer, autant local, mais avec, en tout cas, dans l'idée, parce que quand ils ont créé la charte, ça a commencé de la campagne. On appelle la révolution, en tout cas, ça devenait de la campagne, qui répondait aussi à la révolution de 2013, qui venait de la campagne, mais que tout le monde peut participer. Du coup, voilà, il y a ce truc. Et justement, ce que tu m'as expliqué, c'est que, par exemple, il y avait des communistes, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout politisés. En fait, c'était vraiment le quartier, en fait, des gens qui se rassemblaient autour du quartier, et il y avait des tendances idéologiques, en fait, différentes. Et ce que tu m'as expliqué, ce qui les a unis, c'était le fait qu'il fallait gérer les choses, en fait, au quotidien. Ouais, c'est ça. Et en fait, il fallait, je sais pas, à la fois préparer les barricades, mais aussi, en fait, se nourrir, mais aussi s'organiser en mode autodéfense contre je sais pas, etc. Donc du coup en fait c'était vraiment les intérêts immédiats et matériels quoi, qui faisaient que en fait des gens qui n'étaient pas forcément du même parcours politique ou expérience même parce qu'il y a des différences de classe, etc. C'était vraiment un truc composite, et c'est ça ce qui leur a permis de... Voilà. Ouais, c'est ça. Et aussi, quand je disais, du coup, la révolution nous a construit, c'est aussi, parce que je prenais un exemple, c'est Mahdi Ben Baraka, c'est un révolutionnaire marocain, dans le mouvement de RIF. Du coup, c'était impossible de s'organiser. Du coup, tout le RIF, ils ont fait un chantier pour faire la route. Et du coup, la Mahdi Ben Baraka, il dit, on n'a pas construit la route, c'est la route qui nous a construit. C'est beau. Non, c'est important. Et moi, je pense, enfin, en fait, ce que je trouve particulier, c'est qu'en France, on est vraiment le pays de la politique. C'est-à-dire qu'enfin, tous les journaux parlent de hier Retailleau a dit ça et après-demain machin. Enfin, il y a vraiment cette idée que la politique, c'est cette espèce de champ, dans les journaux, à l'Assemblée, etc., etc. Ou alors aussi un truc idéologique, machin et anarcho-communiste, bidule truc et de la 4e internationale qui est une scission du machin. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée de la politique comme idée et comme représentation. Or, ce que chaque moment révolutionnaire vient rappeler quelque part, c'est qu'il y a un autre plan qui est celui, qui est celui de la vie, qui est celui et donc on pourrait dire auto-organisation, qui est un terme comme un autre, mais qui est celui en gros, de comment on vit et comment on décide de s'organiser par rapport à comment on veut vivre, quoi. Et ça, on pourrait, nous, c'est ce qu'on rabâche un peu tout le temps, mais c'est ce qu'on aurait tendance à dire. En fait, le vrai plan, ce qu'on appelle du politique, en fait, il se situe là, et en fait c'est pas la même dimension du tout que la politique politicienne ou même militante de gauche en France, quoi. Mais justement, je trouve que Nour, il parlait justement de la question de la continuité, et en fait je pense que là, dans tout ce que tu dis et dans ce qu'on se dit, il y a vraiment cette histoire de continuité. Dans le sens où en fait les révoltes, les soulèvements auxquels on a tous les trois participé différemment et tout,
En fait, la question, oui, toi tu disais de la commune, mais territoriale, locale, elle était au cœur du truc, quoi. Et c'était peut-être un changement par rapport à d'autres époques, ou même si c'était aussi le cas parfois, mais les comités de résistance au Soudan, les ronds-points de gilets jaunes en France, les conseils locaux en Syrie, il y a vraiment eu ce truc, c'était le pivot de la révolte, quoi. C'était là où s'organisait à la fois la vie quotidienne, comme on disait, à la fois la lutte, etc. Et en fait, dans le truc de reflux des révoltes, de défaites, etc., j'ai l'impression, je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de, un des endroits où ça survit aussi, ça reste le local, quoi. Il y a eu un peu un truc de, alors beaucoup plus petit, beaucoup plus concentré et tout, il y a un peu un truc de repli dans les espaces. En tout cas, les gilets jaunes, par exemple, c'est assez parlant, où en fait, dans toute la France, les endroits où il y a encore des groupes de gilets jaunes, c'est soit où il y a des lieux, comme il y a pu y voir même à Montreuil avec Aéry, mais dans plein d'autres endroits, soit où ils ont gardé des ronds-points, en fait, ils en ont fait un lieu, quoi, du coup. Et là, ça continue à survivre, quoi. Et du coup, je pense avec Darna, il y a un peu un truc comme ça, quoi. Se dire, là, dans ce contexte de reflux, de sidération un peu face à tout ce qui nous arrive, quoi, il faut au moins qu'on ait des lieux qui sont peut-être des lieux de repli pour le moment, mais qui sont surtout des endroits qui permettront de nous redéployer, quoi, dans la prochaine vague. Et c'est là où la question de la continuité est trop importante, quoi. Comment on fait pour que là, toutes ces expériences locales, territoriales, même nous on parle de pouvoir populaire, quoi, aussi, quoi, même si c'est peut-être des embryons de pouvoir populaire, et ben ils gardent une continuité pour être de plus en plus fort. Et je pense là vraiment les comités de résistance c'est le bon exemple, quoi. C'est que il y a toute une décennie, enfin en tout cas 2013, jusqu'à tout ce que tu disais là maintenant, encore avec les cantines d'urgence et tout, il y a une espèce de décennie d'apprentissage et de continuité qui rend trop fort. Voilà, du coup, quand tu disais tout à l'heure Rindala que il y avait aussi pas que des camarades, mais tout le monde. Mais du coup, c'est aussi de dire ok, il y avait en tout cas la lutte aussi, c'est aujourd'hui que la révolution continue, mais peut prendre aussi une forme d'éducation populaire aussi. Plus tout le monde peut participer aussi. Et voilà, aujourd'hui, voilà, que je disais, aujourd'hui, les chambres d'urgence, aujourd'hui, c'est, genre, ça peut être aussi les comités de résistance. Mais non, justement, on les a posé la question à des camarades qui disaient, c'est aussi parce qu'après après la guerre, le comité de résistance, il y a quand même pas mal en tout cas, des personnes qui ont en tout cas des points de vue différents par rapport à cette guerre-là. Aujourd'hui, il y a encore un autre nouveau outil aussi, mais dans la même continuité aussi, voilà, des comités de résistance qui... Moi, pour mettre une petite couche sur le truc des gilets jaunes, parce que je pense que c'est un truc important, c'est que j'ai l'impression que la répression des gilets jaunes en France, elle a été énormément perçue par son côté policier, violence policière, etc., les mains arrachées, les gens éborgnés, les gens là. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un pan de la répression qui a été très peu considéré et qui, à mon avis, était crucial. C'est le moment, en fait, où précisément les préfets prenaient des arrêtés préfectoraux pour interdire aux gens d'être sur les ronds-points. Et donc, si les gens se pointaient, ils se faisaient arrêter, ils se faisaient prendre, ils avaient une amende, etc. Ça signifie que à ce moment-là, le pouvoir avait bien compris qu'il y avait deux menaces, la menace de la rue, des gens qui cassent tout, qui s'affrontent à la police, mais qu'en fait l'origine de cette menace, c'était le fait qu'il y ait des espaces où les gens se retrouvent, puissent discuter, etc., etc. Dans ce lieu qui était les ronds-points, enfin dans ces lieux que sont les ronds-points, qui sont des lieux hyper chelous, parce qu'en fait le rond-point c'est un peu un non-lieu par définition. Enfin c'est l'endroit où on tourne autour, on y va. Enfin, tous les gens qui étaient sur les ronds-points n'avaient jamais mis factuellement les pieds sur un rond-point. Personne ne va jamais sur un rond-point. Et en même temps, on voit bien que dans l'évolution de nos vies, de la production, etc., avant ces lieux-là, c'était l'usine, tout simplement. C'était là où les prolétaires se retrouvaient, passaient du temps ensemble, etc. Et que l'usine s'étant délocalisée, ayant explosé de plein de manières, et ben en fait, d'un seul coup, cette question des lieux où se retrouver, où s'organiser, où prendre en main la question du quotidien, etc., en fait, c'est l'unité élémentaire, ce qui veut pas dire que c'est la finalité, mais c'est que c'est à partir de là que quelque chose devient possible. Sinon, si on est seul chez soi, ça marche pas. Si on croit dans la représentation politique, ça marche peu. Enfin, en tout cas, et donc, c'était pour étayer ça. Oui, et je crois pour dire en fait, parce qu'il y a un risque quand même de dire que ça, et je dis pas c'est ce que tu es en train de dire, mais en fait j'ai l'impression que le défi de n'importe quelle proposition locale, c'est de pas être localiste. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas de pas se dire nous on est pour, je sais pas, les solidarités dans le quartier et c'est tout. Parce qu'en fait, justement, en tout cas, nous, on pense que la force d'une proposition locale vient justement de ces liens, de ces articulations
avec les comités de résistance au Soudan, avec, je sais pas, le comité contre la violence policière dans la cité à côté, etc., etc. En fait, donc du coup, on peut pas, enfin, je crois que et je crois que c'est une risque qu'il faut qu'on pense de manière continue en fait dans Darna, de comment on se renferme pas en fait sur nous-mêmes et qu'on devienne auto-satisfait quoi de ce qu'on produit, et que comment il y a en fait comment dire, une espèce de passage quoi, un truc de toujours de possibilité de sortir et de rentrer, parce que sinon je crois je sais pas qu'est-ce que c'est, enfin il faut, enfin même si c'est une question, enfin un lieu centré sur l'exil ou sur les questions transnationales, en fait, ça empêche pas que ça devient un truc, enfin un entre-soi à sa propre manière, en fait, et se couper en fait de ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure justement, c'est là mais à part ça, moi, c'est un truc qu'on a déjà dit plusieurs fois au point peut-être un peu de le rabâcher. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette question-là, cette tension-là, c'est la question politique de l'époque. C'est-à-dire que soit on se dit, enfin les écueils à mon avis, c'est de dire tout est local, ce qui importe c'est avec mes trois voisins. Soit on se dit c'est l'échelle nationale et quand même ça serait bien de réussir. On voit bien que ça va pas. Soit c'est l'échelle globaliste de on voit bien qu'elle a aucun sens. Et en fait, moi j'ai l'impression que la situation dans laquelle on est là, c'est une situation où, donc à mon avis, l'unité élémentaire c'est la commune dans le sens en fait s'organiser localement, etc. Mais pour autant, toutes les questions que pose cette forme élémentaire, en fait, c'est la question des échelles. C'est-à-dire que chaque question se pose à des échelles différentes. On n'arrête pas le nucléaire à la même échelle que on subvient à ses besoins en légumes, qu'on subvient, enfin qu'on se pose la question de l'éducation, qu'on se pose la question et en fait, on va dire que de l'échelle internationale à l'unité la plus locale, se pose de manière continue. Et ça, c'est sûr que ce qui est difficile, c'est que pour les gens qui sont très idéologiques, très formatés par les discours politiques, il y a les gens, ils veulent avoir une réponse claire. Ça serait comme ça, ça serait comme ça. Or, non, enfin, le propre de la question révolutionnaire, c'est toujours l'expérimentation. C'est qu'est-ce que tu tentes, à quelle échelle, qu'est-ce qui marche pas. Et donc, c'est un processus dynamique, c'est un processus expérimental. Et donc, c'est pas très rassurant quand ce que tu veux, c'est qu'on te signe un papier sur ça va se passer comme ça, et puis à la fin, tout le monde est content et des machins. Mais, oui, mais ça aurait été bien, mais ça serait chiant. Ça serait chiant, et en fait, à chaque fois qu'il y a eu ça, ça a donné absolument des catastrophes. Et c'est pas pour rien. Et voilà. Et donc, moi, j'ai l'impression que l'enjeu, c'est comment, c'est pas la commune comme endroit qui serait géographiquement c'est cet endroit-là. Non, la commune c'est une manière de s'auto-organiser, c'est une manière de tisser les liens, et ensuite une manière de se poser la question des 1000 échelles dans lesquelles on est pris à tout instant quoi. Parce que oui, tout à l'heure je disais aussi que la question de différentes générations aussi qui vient aussi parce que je dis il y avait en tout cas des personnes exilés qui sont travaillés sur ces questions d'exil, d'intégration, mais du coup, on n'est pas axé, soit par la langue, soit par manque de connaissances, tout ça. Et du coup, je disais à Théo tout à l'heure, oui, moi j'aimerais bien organiser des arpentages sur un écrivain algérien, Abdelmalek Sayad, qui a notamment beaucoup travaillé sur les questions d'exil et avec un point critique très politique. Et du coup, je me disais, pour moi, ça, c'est avant, si je tombais sur en tout cas cette lecture-là, ça peut me faire en tout cas construire une idée où je suis. Et du coup, voilà, c'est aussi ce truc de transition aussi. Il faut qu'on rappelle la thune, par contre. Ah oui, mais ça, tous les trucs de thune, on va mettre le lien, blablabla, avec la présentation du projet, etc. Parce que vous avez besoin d'argent. Oui, c'est ça, parce que là, on est on est en plein travaux, donc le lieu, on peut le dire, il devrait ouvrir au début du printemps, donc on ne sait pas exactement, mais a priori début avril. Si tout va bien. Et donc on est en plein travaux là-dedans, et on est en pleine levée de fonds pour continuer à financer tout ça, parce que tout ça coûte cher. Oui, et c'est engagé. C'est-à-dire que le processus c'est engagé. C'est pas si on attend d'argent on y arrivera. C'est que de toute manière vous allez les faire, mais vous n'avez pas assez d'argent. Donc la question de l'argent s'avère pressante. C'est ça. La question d'argent reste pressante, mais le processus est engagé, comme tu dis. Et du coup, comment il y a un cagnotte ou il y a une cagnotte en ligne, effectivement, dont le lien sera sur l'article et tout ça, et qui est Darna, Maison des Peuples et de l'Exil. Et c'est défiscalisé. Défiscalisé, 66%. 66%, voilà. Comme d'habitude. Non, je pense que c'est tout.
C'est déjà pas mal. Eh ben, merci à vous. Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup à